Neil Harrington avait construit sa vie comme il construisait ses maisons sur mesure, avec précision, patience et un souci intransigeant de la qualité. À 42 ans, il avait fait de Harrington Custom Homes l'une des entreprises de construction les plus prestigieuses de l'État de Washington, transformant la petite entreprise de son grand-père en une opération de plusieurs millions de dollars, spécialisée dans les résidences de luxe le long de la côte nord-ouest du Pacifique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Son mariage de 15 ans avec Vanessa avait donné naissance à 2 enfants, Thomas, désormais âgé de 14 ans, et Cassidy, 12 ans. De l'extérieur, les Harrington incarnaient le rêve américain, riche, séduisant et admiré dans leur communauté exclusive de l'Examamesh. La relation de Neil avec ses parents, Howard et Diane Harrington, avait toujours été marquée par des attentes élevées. Howard, ancien juge de l'État, et Diane, présidente de plusieurs conseils d'administration de prestigieuses œuvres caritatives, avaient façonné Neil pour qu'il soit exceptionnel dès l'enfance. Leur approbation était conditionnelle, leur déception immédiate, et leur fierté à l'égard des réussites de Neil toujours teintée d'un subtil regret qu'il aurait pu faire mieux. « Tu sais que ton père a toujours espéré que tu suives sa voie dans le droit », répétait souvent Diane, même lorsqu'elle acceptait l'invitation de Neil à dîner dans un restaurant qu'il n'aurait jamais pu se permettre sans ce choix de carrière décevant. La sœur de Neil, Patricia, 7 ans sa cadette, avait suivi la voie de leur père, devenant avocate d'affaires et, de facto, la nouvelle enfant prodige de leurs parents. Neil avait fait la paix avec son statut de second plan, préférant se concentrer sur sa propre famille jusqu'au jour où il découvrit la vérité sur sa femme. Vanessa Harrington, née Sullivan, était directrice marketing pour une société immobilière de luxe lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Intelligente, sophistiquée et étonnamment chaleureuse malgré son allure impeccable, elle avait séduit Neil par son intérêt sincère pour son travail, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. La première fissure dans leur fondation apparut subtilement, des soirées de plus en plus tardives au bureau, un nouveau parfum qu'ils ne reconnaissaient pas, un regard distant lorsqu'ils parlaient de leur avenir. « Je suis juste stressé par le portefeuille Westlac », avait-elle expliqué, déposant un baiser distrait sur ses lèvres avant de disparaître dans leur bureau avec son téléphone. Neil aurait pu la croire si Bryce Sullivan, son cousin et le chef de projet de Neil, ne l'avait pas pris à part après 3 bières à la fête de Noël de l'entreprise. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir », avait murmuré Bryce, le regard sombre. À propos de Vanessa et Roger Fletcher. Le nom résonna comme un coup de poing. Roger Fletcher. Le charismatique capital risqueur qui avait récemment engagé la société de Neil pour construire sa maison de vacances sur l'île de Whidbey. Le même homme qui avait soudainement manifesté un intérêt particulier pour Vanessa, exigeant qu'elle soit impliquée dans les choix de design intérieur. « Quoi à propos d'eux » demanda Neil, connaissant déjà la réponse, mais ayant besoin de l'entendre pour en être sûr. « Ils se voient depuis des mois. Je les ai surpris à l'hôtel Edgewater lorsque je rencontrais un client, confia Bryce, le visage empreint de regret. Il y a plus. Ils parlent de leur avenir ensemble. » Cette révélation envoya Neil dans une chute libre contrôlée. Il s'excusa, rentra chez lui et passa la nuit à examiner les enregistrements des caméras de surveillance installées lors d'une récente rénovation, des caméras dont Vanessa ignorait l'existence. Les preuves étaient accablantes. Roger venait chez eux pendant que Neil était sur ses chantiers. Sa familiarité avec leur cuisine, leur salon, leur chambre. Les conversations à propos de Neil, des propos qui allaient du méprisant au cruel. Il est tellement absorbé par ces petites maisons, avérit Vanessa, blottie contre Roger. Il ne se doute de rien. Il est trop confiant, trop focalisé à vouloir donner le bénéfice du doute à tout le monde. Cette nuit-là, Neil Harrington changea fondamentalement. L'homme qui croyait aux secondes chances et qui accordait facilement sa confiance mourut silencieusement dans son bureau à 3h17 du matin, en regardant sa femme embrasser un autre homme dans la cuisine qu'il avait construite de ses propres mains. À sa place émergea un homme qui ne ferait plus jamais confiance aveuglément. Un homme qui comprenait désormais que le pardon était un luxe réservé à ceux qui n'avaient jamais été véritablement trahis. Le matin venu, Neil avait recouvré son calme et commencé à planifier. Pas seulement un divorce. Cela aurait été trop simple. Trop attendu. Non, Neil Harrington allait démanteler la vie de tous ceux qui l'avaient trahi,
avec la même précision méthodique qu'il employait pour construire ses maisons sur mesure. Mais d'abord, il devait rassembler ses matériaux. Chapitre 2, les failles. Je veux divorcer, annonça Neil un mois plus tard, glissant une enveloppe manille sur l'îlot de la cuisine vers Vanessa. Elle cligna des yeux, ses doigts manucurés se figeant autour de sa tasse de café. De quoi tu parles? Je sais pour Roger, déclara Neil d'un ton plat, dénué d'émotion. Je sais pour l'hôtel et Joaté. Je sais pour les projets que vous faisiez. Je sais qu'il est venu chez nous, dans notre chambre, pendant que je travaillais pour faire vivre cette famille. Le visage de Vanessa passa de la stupeur au déni, puis à la calculatrice, avant de s'arrêter sur l'indignation. Tu m'espionnes? C'est illégal, Neil. Aucun juge ne. L'État de Washington est un État à consentement unilatéral pour les enregistrements, l'interrompit Neil. Et pour la surveillance vidéo dans ma propre maison, c'est parfaitement légal. Mais nous nous égarons. Les papiers sont simples, je te laisse la maison du lac et un règlement équitable. Je veux la garde principale des enfants avec un droit de visite raisonnable pour toi. La garde principale? La voix de Vanessa s'éleva, perçant le calme oppressant. Tu n'es pas sérieux. Tu travailles 60 heures par semaine. Les enfants te voient à peine. Ça change dès aujourd'hui, dit Neil calmement. J'ai restructuré l'entreprise. Bryce prend en charge les opérations quotidiennes. Je travaillerai de chez moi la plupart du temps. Les yeux de Vanessa se plissèrent, sondant Neil, cherchant à voir s'il bluffait. Ça n'a rien à voir avec les enfants, cracha-t-elle enfin. C'est une vengeance. Tu veux me punir. Neil se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui de Vanessa. Non, Vanessa. Ça, c'est pour les protéger d'une mère qui a mis ses désirs égoïstes au-dessus de leur stabilité. Chapitre 3, l'ultimatum. Et à l'avenir, signe les papiers ou non. De toute façon, ce mariage est terminé. La procédure de divorce avait commencé assez amicalement avant de se détériorer en ce que l'avocate de Neil, Sylvia Patel, qualifia de l'une des batailles pour la garde des enfants les plus vicieuses qu'elle ait vues en 20 ans de droit de la famille. Le premier coup de Vanessa fut de contacter les parents de Neil, leur racontant une version bien orchestrée du comportement contrôlant de Neil et de son abandon émotionnel. Howard et Diane Harrington, qui avaient toujours trouvé leur belle-fille charmante et leur fils un peu rigide, n'eurent pas besoin de beaucoup de persuasion. Ton père et moi sommes inquiets, dit Diane lors d'une visite inattendue dans l'appartement temporaire de Neil. Vanessa dit que tu as installé des caméras sans qu'elle le sache, que tu ne parles presque plus aux enfants, que tu essaies de la ruiner financièrement. Est-ce qu'elle a mentionné qu'elle couche avec Roger Fletcher depuis 1 an, demanda Neil d'un ton plat. Ou que Roger et elle prévoient d'emmener les enfants en Californie une fois que son investissement technologique aura porté ses fruits. Est-ce qu'elle vous a montré les textos où elle me qualifie de tremplin vers la vie qu'elle désire vraiment? Le visage de Diane se crispa. Tout le monde fait des erreurs, Neil. Le mariage exige du pardon. Ton père et moi avons traversé des tempêtes. Ce n'est pas une tempête, maman. C'est un ouragan de catégorie 5 qui a pris de l'ampleur pendant des années, pendant que je m'éreintais à lui offrir tout ce qu'elle voulait. Neil se leva, marquant la fin de la conversation. Je ne vous demande pas de choisir un camp. Je vous demande juste de considérer que peut-être, juste peut-être, votre belle-fille parfaite ne vous dit pas toute la vérité. Mais les camps furent bel et bien choisis. Les lignes furent tracées. Et à mesure que l'été cédait la place à l'automne, Neil se retrouva de plus en plus isolé de sa propre famille. Patricia, comme on pouvait s'y attendre, s'aligna avec leurs parents. Le premier dilemme des fêtes fut le jour de Thanksgiving. Les enfants passeraient cette journée avec Vanessa, chez Howard et Diane. Neil fut invité en dernier recours, un geste de courtoisie auquel il répondit par un refus poli. À la place, il passa la journée avec Cassidy, qui avait choisi de rester avec lui malgré la pression familiale. Thomas, malheureusement, était tombé sous l'influence de sa mère et de ses grands-parents, devenant de plus en plus distant et hostile envers Neil. « Pourquoi tout le monde te déteste maintenant ?» demanda Cassidy, sans détour, alors qu'il partageait une part de tarte à la citrouille sur le balcon de l'appartement de Neil. Neil observa sa fille. Perspicace. Résiliente.
d'une loyauté inébranlable. Ils ne me détestent pas, ma chérie. Ils sont en colère parce que je refuse de jouer le rôle qu'ils m'ont assigné. Lequel? Neil sourit tristement. Le méchant qui quitte la scène sans faire de bruit pour que tout le monde puisse avoir sa fin heureuse. Il serra doucement la main de sa fille. Mais tu sais, dans la vraie vie, il n'y a pas de gentils ni de méchants. Juste des gens qui font des choix et doivent en assumer les conséquences. Cassidy hocha la tête, le regard grave. Maman t'a traité de têtu et de rancunier hier. Grand-mère a dit que tu agissais comme un enfant. Neil sentit sa mâchoire se contracter mais il resta calme. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Cassidy prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. Je pense que tu es comme un de ces volcans qui ont l'air endormis jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Tout le monde a oublié qu'il y avait du feu en dessous. Neil fixa sa fille de 12 ans avec un respect renouvelé. C'est remarquablement perspicace. Elle haussa les épaules. Je l'ai lu dans un livre. Mais ça te va bien. À mesure que novembre s'effaçait pour laisser place à décembre, les arrangements pour la garde des enfants restaient en suspens, la date de l'audience finale étant fixée à janvier. Le divorce était devenu Vanessa contre Neil, avec Roger Fletcher en arrière-plan, apportant un soutien financier et émotionnel tout en maintenant une distance publique pour ne pas compliquer davantage les procédures. Puis vint l'invitation de Noël qui allait réveiller le volcan dormant de Neil. Le 15 décembre, une enveloppe arriva, livrée en main propre par Patricia, qui se tenait maladroitement sur le seuil de la porte de Neil, comme si elle faisait une visite diplomatique sur un territoire ennemi. « Maman m'a demandé de te remettre ça », dit-elle en évitant son regard. Elle veut une réponse pour demain. Neil prit l'enveloppe. « Entre, Patty. Il fait un froid glacial. »« Je ne peux pas rester, » répondit-elle sèchement. « J'ai une déposition dans 1 heure. 5 minutes pour un café. On n'a pas parlé correctement depuis des mois. » Patricia hésita, puis entra. Son corps tout entier exprimait une réticence palpable. « Joli endroit », commenta-t-elle en jetant un coup d'œil à la maison de ville nouvellement achetée par Neil, plus petite que sa précédente maison, mais élégamment rénovée par ses soins. « Ça convient pour Cassidy et moi », répondit Neil, en lui tendant une tasse de café qu'il avait préparée en prévision de sa visite. Il connaissait la faiblesse de sa sœur, elle ne pouvait jamais résister à un bon café. « Comment va-t-elle » demanda Patricia, une lueur d'inquiétude perçant à travers son masque de froideur. Elle s'épanouit. De super notes, elle a intégré l'équipe de débat. Elle est partie faire du shopping de Noël avec son amie Zoé aujourd'hui. Neil s'assit en face de Patricia. Thomas ne prend pas mes appels. Patricia se tortilla sur sa chaise. Il est en train de traiter les choses. Les ados, c'est compliqué. Les familles aussi, répliqua Neil, en tapotant l'enveloppe. À propos de ça. Il l'ouvrit, extrayant une invitation gravée pour le traditionnel Noël des Harrington. La note manuscrite de sa mère au bas du carton fit soudainement disparaître toute expression de son visage. Neil, nous avons invité Vanessa, car elle fait toujours partie de la famille, peu importe votre situation. Pour le bien de l'harmonie, nous pensons qu'il vaudrait mieux que Cassidy ne vienne pas cette année. Thomas sera là avec Vanessa. Si tu ne peux pas respecter nos souhaits, peut-être vaut-il mieux que tu célèbres Noël ailleurs. Avec amour, maman. Patricia l'observait attentivement, cherchant une réaction. Elle essaie de garder la paix, murmura-t-elle faiblement. Neil plia l'invitation avec une précision chirurgicale. En excluant ma fille de son propre Noël familial. La même fille qui a été écartée de chaque réunion familiale depuis le début du divorce, pendant qu'on accueillait à bras ouverts ma future ex-femme adultère. Il se leva, marquant la fin de la conversation. Dis à maman que ni Cassidy ni moi ne viendrons. Nous célébrerons Noël ailleurs, là où nous sommes les bienvenus. Après le départ de Patricia, Neil resta immobile devant le comptoir de sa cuisine, l'invitation reposant devant lui comme une déclaration de guerre. Et Cassidy s'était cristallisé en un seul but, tranchant comme une lame de rasoir. Il prit son téléphone et passa 2 appels. Le premier fut pour Sylvia Patel. J'ai besoin de tout ce que nous avons sur Vanessa et Roger, prêt pour demain. Chaque texto,
chaque email, chaque photo de surveillance. Et il me faut que tu déposes une requête d'urgence concernant Thomas. Le second appel fut pour Bryce Sullivan. Tu te souviens du plan de contingence dont nous avons parlé? C'est le moment. Et j'ai besoin d'un service. Le matin de Noël, lorsque Cassidy revint des courses, les joues rougies par le froid hivernal et les yeux pétillants d'excitation festive, Neil lui prépara son chocolat chaud préféré avec des marshmallows en supplément. Puis, il la fit s'asseoir pour une conversation difficile. Mamie et Papy ont pris une décision concernant Noël, commença-t-il prudemment. Le visage de Cassidy s'assombrit immédiatement. Ils ne veulent pas que je sois là, n'est-ce pas? Comme pour Thanksgiving. Neil envisagea d'adoucir la vérité, mais il décida que sa fille méritait mieux. Ils ont invité ta mère et Thomas. Ils ont suggéré que toi et moi, on célèbre Noël ailleurs. Parce que j'ai choisi de vivre avec toi, conclut Cassidy, son jeune visage se durcissant, révélant une maturité bien au-delà de son âge. C'est possible. Mais leurs choix ne définissent pas ta valeur, Cass. N'oublie jamais ça. Cassidy fixa sa tasse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour Noël? Neil sourit, le premier sourire sincère qu'il parvenait à esquisser depuis des jours. Que dirais-tu de Noël à Hawaï? Juste toi et moi. Du soleil au lieu de la neige. Et absolument aucun drame familial. Les yeux de Cassidy s'écarquillèrent. Sérieusement? Et l'école? Tu es en vacances jusqu'au 6 janvier. On sera rentré d'ici là. Et maman? Et Thomas? Et ton travail? J'ai déjà organisé la couverture au travail. Quant à ta mère et ton frère, ils ont fait leur choix. Nous faisons les nôtres. Cette nuit-là, après que Cassidy soit allé se coucher, Neil s'installa dans son bureau et examina les derniers éléments envoyés par Sylvia. Des messages entre Vanessa et Roger, discutant de leurs projets d'avenir. Des relevés financiers montrant des transferts suspects. Et le plus accablant de tout, un enregistrement de Vanessa coachant Thomas sur ce qu'il devait dire à l'évaluateur de la garde. Dis-leur juste que tu as peur de papa parfois, soufflait la voix de Vanessa. Qu'il semble toujours en colère maintenant. Tu n'as pas besoin de mentir, il suffit d'insister sur certains points. Mais je n'ai pas peur de papa, protestait faiblement Thomas. Tu veux qu'on soit séparés? Tu veux être forcé de vivre avec lui la moitié du temps, loin de tes amis, de ton école, de moi? Neil referma l'ordinateur, une froide clarté s'installant en lui. Sa famille, parents, sœurs, femmes, même son fils l'avait trahi de manière à la fois subtile et dévastatrice. Ils avaient choisi le confort au détriment de la vérité, les apparences plutôt que la loyauté, le chemin de moindre résistance plutôt que celui de l'intégrité. Il ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à taper. À ma famille. Noël a toujours été pour moi une question de vérité. La naissance du Christ a apporté une vérité difficile dans un monde qui n'était pas prêt à l'entendre. Ce Noël, je vais suivre cet exemple. Pendant les 3 heures qui suivirent, Neil Harrington rédigea une troisième option à laquelle ni ses parents ni Vanessa ne s'attendaient, ni une présence silencieuse, ni une absence résignée, mais une vérité, tranchante comme un scalpel et puissante comme un boulet de démolition. Chapitre 4, décimale calculée. Neil Harrington avait toujours compris la puissance de la préparation. En tant que constructeur, il savait que ce qui se passait avant que le premier clou ne soit planté déterminait souvent le succès ou l'échec de l'ensemble du projet. Désormais, à 10 jours de Noël, il appliquait la même approche méthodique pour démanteler la façade soigneusement construite par sa famille. Les vols sont confirmés, annonça Maya Winters, la nouvelle assistante de Neil, lors de leur réunion matinale. Ancien officier du renseignement militaire passé à la sécurité privée, Maya était hautement recommandée par un client et s'était rapidement révélée indispensable. Vous et Cassidy partez le 23. La maison à Koé est prête et approvisionnée. La sécurité locale est en place. Neil acquiesça, parcourant l'itinéraire et les autres dispositions. Tout est prêt? Bryce livrera les paquets à 8 heures le matin de Noël, comme convenu. Les documents numériques sont programmés pour être envoyés à 8h15. L'équipe juridique est en alerte et nous avons confirmation que toutes les personnes concernées seront présentes chez vos parents, y compris Roger.
Maya fronça légèrement les sourcils. Oui, notre source confirme qu'il est arrivé hier, soi-disant pour soutenir Vanessa pendant cette période difficile. Il loge dans la maison d'hôte. Neil ressentit une froide satisfaction. Parfait. Tous les acteurs seront en scène pour le grand final. Et Thomas? Le visage de Maya s'adoucit. Il compte toujours y aller. Le rapport du psychologue désigné par le tribunal est arrivé ce matin. Elle hésita. Neil, préparez-vous. Ce n'est pas bon. Neil prit l'enveloppe scellée, sachant déjà ce qu'elle contenait. La manipulation de Vanessa avait été méthodique et efficace. Thomas était en colère, confus, et trouvait plus simple de diriger sa douleur vers le parent qui n'était pas constamment en train de façonner son récit. Merci, Maya. Ce sera tout pour l'instant. Après son départ, Neil ouvrit le rapport et le parcourut, sa mâchoire se crispant à mesure qu'il lisait l'évaluation du psychologue. Thomas Harrington, 14 ans, exprime une anxiété significative concernant sa relation avec son père. Il rapporte se sentir poussé à choisir un camp et affirme que son père a changé du tout au tout depuis la séparation. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de maltraitance physique ou de négligence, la détresse émotionnelle de Thomas lorsqu'il discute des arrangements de garde potentiels avec son père est notable. Neil posa le rapport, s'autorisant un instant de pure douleur pour la relation qui lui échappait chaque jour un peu plus. Puis, il se tourna vers son ordinateur, apportant les dernières modifications à la vidéo qu'il avait passé des semaines à perfectionner. La sonnette retentit précisément à 16h30. Neil ouvrit la porte et découvrit la détective Laurie Maddox sur son perron. Son expression professionnelle, mais amicale. « Monsieur Harrington, merci de m'avoir reçu. »« Détective, entrez, je vous en prie. » Neil la conduisit jusqu'à son bureau où Maya avait disposé du café et les dossiers dont ils avaient discuté plus tôt. « J'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés, » commença la détective Maddox en acceptant le café. Normalement, cela ne justifierait pas une enquête criminelle, mais étant donné les implications financières et la situation de garde, je comprends que ce soit complexe. « Je ne cherche pas à porter plainte pour l'instant, » répondit Neil calmement. « Je veux juste que ces informations soient consignées officiellement avant que je n'entame ma propre réponse. » La détective Maddox haussa un sourcil. « Votre réponse ? Légale, et... » Neil avait tout clarifié, tout ce qu'il prévoyait de faire était parfaitement légal, mais il s'attendait à des accusations dès qu'il révélerait ce qu'il savait. « Monsieur Harrington, si vous anticipez des accusations criminelles, peut-être devriez-vous reconsidérer vos intentions, » conseilla le détective. Neil esquissa un sourire mince. « J'apprécie votre inquiétude, détective, mais tout ce que je m'apprête à faire est parfaitement légal, moralement justifié même. C'est simplement sans précédent dans l'histoire de ma famille. » Une fois le détective parti, Neil reçut un message de Cassidy. « Papa, je peux rester chez Zoé ce soir ? Sa mère nous emmène faire du patinage demain matin. » Neil répondit, « Bien sûr, amuse-toi bien. Je t'aime. » Avec Cassidy en sécurité loin de la maison, Neil passa un dernier coup de fil à Sylvia Patel. « Tout est en place, » confirma-t-elle. La requête d'urgence a été déposée sous scellé. Le juge Watka l'examinera le 26. Es-tu absolument certain de vouloir faire cela, Neil ? Une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai franchi le point de non-retour dès que j'ai découvert la vérité, répondit Neil. Ils ne m'ont pas laissé d'autre choix que de répondre de la même manière. Cette nuit-là, Neil téléchargea le dernier élément de preuve, des relevés bancaires montrant que Roger Fletcher avait commencé à transférer des sommes considérables vers un compte offshore au nom de Vanessa, 6 mois avant leur séparation. Le timing coïncidait parfaitement avec le moment où Roger avait engagé la société de Neil pour sa maison de vacances, un projet qui avait obligé Neil à travailler tard le soir et le week-end pendant que Roger tissait sa relation avec Vanessa. Ce n'était pas qu'une simple infidélité. C'était un plan calculé pour exploiter les compétences de Neil tout en sapant méthodiquement son mariage et en préparant le terrain pour lui prendre ses enfants. Neil ajouta les relevés à la compilation vidéo, commentant d'une voix posée. Comme vous pouvez le voir, alors que je concevais et construisais la maison de rêve de Roger à Whidbey Island, travaillant d'arrache-pied pour satisfaire ses exigences minutieuses,
ils transféraient de l'argent à ma femme et planifiaient leur avenir ensemble. Un avenir qui, selon leur propre message, incluait le déménagement de mes enfants en Californie sans mon consentement. Il mit la vidéo en pause, se frottant les yeux, épuisé. La trahison le poignardait encore, mais la douleur s'était transformée en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Le Neil Harrington qui avait fait confiance aveuglément n'existait plus. À sa place, il y avait un homme qui avait appris à utiliser la vérité comme une arme contre ceux qui avaient exploité sa bonne foi. Il est temps d'ajouter la touche finale, murmura-t-il en ajoutant la conclusion à son message de Noël. Chapitre 5, Intégrité structurelle. Le 22 décembre arriva avec une neige abondante qui recouvrit Seattle, transformant le quartier de Neil en une carte postale de Noël. L'ironie ne lui échappa pas, ce décor parfait de fête familiale servait de toile de fond à l'implosion de sa propre famille. Le téléphone de Neil vibra. Un message de sa mère. Nous espérons toujours que tu changeras d'avis pour Noël. Thomas demande si tu seras là. Nous pourrons discuter de la situation de Cassidy après les fêtes. Neil fixa le message, notant le choix des mots, Thomas demande, et non pas, Thomas veut que tu viennes. Subtil, mais lourd de sens. Et, la situation de Cassidy, comme si sa fille était devenue un problème à gérer plutôt qu'une enfant blessée par le rejet. Il choisit de ne pas répondre. À midi, Neil rencontra Bryce Sullivan dans un petit café, loin de leurs lieux habituels. Bryce, visiblement mal à l'aise, fit glisser une clé USB sur la table. Tout est là, murmura-t-il. Les messages, les photos de la retraite d'entreprise, les enregistrements de la maison de Roger pendant les travaux. Es-tu sûr de toi, Neil? C'est du lourd. Neil rangea la clé dans sa poche. Ils ont frappé fort en premier. Je ne fais que répondre de manière appropriée. Bryce se tortillait sur sa chaise. Vanessa est ma cousine. Quand je t'ai parlé d'elle et de Roger, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. À quoi t'attendais-tu, Bryce? Que je leur souhaite bonne chance pendant qu'ils emportaient mes enfants et la vie que j'avais construite. Bryce leva les mains en signe d'apaisement. Non, bien sûr que non. Mais ça? Bryce désigna la clé USB. Ça va détruire des vies. Pas seulement Vanessa et Roger. Tes parents. Thomas. As-tu pensé à ce que ça lui fera? Le visage de Neil s'assombrit. J'y pense depuis des mois. Thomas est manipulé par sa mère et ses grands-parents. Il l'utilise comme une arme contre moi. C'est ma seule chance de briser cette manipulation avant qu'il ne soit trop tard. Et si ça se retourne contre toi? Si ça ne fait que l'éloigner encore plus? Alors au moins, j'aurai tout tenté, répondit Neil en se levant. Parfois, Bryce, pour sauver ce qui compte vraiment, il faut réduire tout le reste en cendres. Ce soir-là, alors qu'il aidait Cassidy à préparer ses bagages pour leur voyage à Hawaï, sa fille le surprit une fois de plus par sa perspicacité. « Papa, qu'est-ce que tu comptes faire à propos de maman et Thomas et tout le reste ?» Neil s'arrêta, pesant ses mots. « Qu'est-ce qui te fait croire que je planifie quoi que ce soit ?» Cassidy le regarda, ses yeux reflétant le même regard pénétrant que le sien. « Tu travailles tard tous les soirs. Tu as des réunions secrètes avec Bryce et ton avocate. Tu surveilles sans cesse ton téléphone. Et tu es différent, plus calme, mais d'un calme inquiétant. » Neil soupira. « Tu es trop intelligente pour ton propre bien. Alors, tu prépares quelque chose? Disons simplement que je m'assure que la vérité éclate. Toute la vérité. Pas seulement les morceaux choisis pour me faire passer pour le méchant. Est-ce que ça va blesser Thomas? La question frappa Neil comme un coup de poing. Je ne veux pas que ça le blesse, répondit-il sincèrement. Mais parfois, la vérité fait mal avant de guérir. Et maman? Neil prit une longue inspiration. Ta mère a fait des choix. Ces choix ont des conséquences. Cassidy acquiesça lentement. C'est pour ça qu'on va à Hawaï? Pour ne pas être là quand ça arrivera? En partie. Mais aussi parce que tu mérites un Noël heureux avec quelqu'un qui te mettra toujours en premier. Cassidy se jeta dans ses bras. Je suis contente de t'avoir choisi, murmura-t-elle. Le lendemain matin,
tandis qu'il se préparait à partir pour l'aéroport, Neil reçut un appel inattendu. « Mon garçon », commença Howard Harrington d'un ton maladroit, « ta mère dit que tu n'as pas répondu à son message. » « J'étais occupé à préparer le voyage avec Cassidy, » répondit Neil froidement. « Un voyage à Noël ? Neil, sois raisonnable. » « Raisonnable ? Comme vous l'avez été en excluant votre petite fille de la réunion familiale. » Howard soupira. C'était peut-être une réaction excessive. Peut-être. Vanessa a pris ma vie, et vous l'avez accueillie à bras ouverts. Bonne fête de Noël, papa. Neil raccrocha et se tourna vers Cassidy avec un sourire forcé. Prête pour le soleil, ma puce ? Et tandis que l'avion s'élevait au-dessus de Seattle, Neil regarda la ville disparaître sous un manteau de neige. Dans moins de 48 heures, la réalité soigneusement construite par sa famille s'effondrerait comme une maison aux fondations compromises. Et comme tout bon constructeur, Neil Harrington serait loin de là, prêt à reconstruire quelque chose de plus fort sur les ruines. Et pas un flocon de neige en vue. Neil observait Cassidy explorer la propriété, son visage illuminé par l'émerveillement devant la piscine privée et le jardin tropical luxuriant. « C'est incroyable, papa !» s'écria-t-elle, revenant en courant vers l'endroit où il se tenait sur la véranda. « On peut aller à la plage aujourd'hui ?» Neil consulta sa montre. 15 heures à Hawaï. 18 heures à Seattle. « Absolument, allons nous changer et descendons avant le coucher du soleil. » Lorsque Cassidy disparut dans sa chambre, le téléphone de Neil vibra avec un message de Maya. « Tout est en place. Bryce a confirmé la livraison prévue pour 8 heures demain matin. Le package numérique sera prêt pour un déploiement à 8h15. L'équipe juridique est sur le qui-vive. Profite de tes vacances. » Neil répondit brièvement, puis activa le mode « Ne pas déranger » pour les 12 prochaines heures. Ce soir, il n'y aurait que Cassidy et lui. Elle méritait une veille de Noël parfaite. Ils passèrent l'après-midi à nager dans les eaux tièdes du Pacifique, à construire des châteaux de sable et à chercher des coquillages le long du rivage. Pour le dîner, Neil avait prévu un chef privé qui prépara des fruits de mer frais et des fruits tropicaux, servis sur la véranda, tandis que le soleil se couchait dans une explosion spectaculaire d'orange et de rose. Pour la première fois depuis des mois, Neil se surprit à sourire sincèrement. « C'est le meilleur réveillon de Noël de tous les temps », déclara Cassidy, léchant sa cuillère de sorbet à la mangue. « C'est bien mieux que de rester chez mamie à écouter tout le monde faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » Neil regarda sa fille, étonné par sa perspicacité. « Tu as remarqué ça, toi aussi ? » Évidemment. Tout le monde est tellement faux là-bas. Maman fait semblant d'être parfaite. Mamie fait comme si elle n'avait pas de préférence pour tante Patricia. Thomas essaie d'être la personne que tout le monde veut qu'il soit. Cassidy haussa les épaules. C'est épuisant. Depuis quand es-tu devenu si sage ? Demanda Neil, sincèrement curieux. Probablement à partir du moment où j'ai surpris maman en train de pleurer à cause des textos de Monsieur Fletcher, alors qu'elle te disait qu'elle travaillait tard, répondit Cassidy avec une froide lucidité. J'ai compris très vite que les adultes mentent beaucoup. Neil sentit une douleur cuisante. L'innocence de sa fille venait de s'effriter un peu plus. Pas tous les adultes. Et pas pour tout. Non, pas tous, admit Cassidy. C'est pour ça que je voulais rester avec toi. Après le dîner, ils échangèrent chacun un cadeau puis une nouvelle tradition pour la veille de Noël. Neil offrit à Cassidy un bracelet en argent délicat, orné de 2 charmes, une petite maison et un ballon de volley, représentant ses 2 passions. Cassidy offrit à son père un livre relié à la main, intitulé « Les meilleures blagues de papa », illustré de ses propres dessins. « Comme ça, tu n'oublieras jamais les plus drôles », expliqua-t-elle avec gravité. Plus tard, tandis que Cassidy dormait paisiblement dans sa chambre, Neil s'installa sur la véranda, son ordinateur portable ouvert devant lui. Le fichier vidéo était prêt. 27 minutes de preuves méticuleusement compilées, narrées avec une froide précision, exposant chaque trahison, chaque mensonge, chaque manipulation. Cela commençait par l'infidélité de Vanessa et Roger, documentée par des textos, des vidéos de surveillance et des relevés financiers. Cela continuait avec l'aveuglement volontaire de ses parents et leur complicité éventuelle,
prouvé par des échanges de mails entre Diane et Vanessa, coordonnant leur version des faits. Cela révélait le rôle de Patricia en tant qu'intermédiaire et facilitatrice, mis en lumière par des enregistrements téléphoniques obtenus légalement par Maya. Le point culminant montrait la transformation progressive de Thomas, passant de fils blessé et confus à un participant actif de la campagne contre Neil entraîné par Vanessa, encouragé par Howard et Diane dans le but d'obtenir un arrangement de garde qui permettrait à Vanessa et Roger de s'installer en Californie avec les 2 enfants. La vidéo se terminait par une adresse directe de Neil à chaque membre de sa famille. À Vanessa, je t'ai confié mon cœur, mes enfants et mon avenir. Tu as perdu le droit à chacun d'eux. Les comptes offshore que tu croyais dissimulés sont désormais gelés, en attente d'enquête. Les connexions professionnelles que je t'ai offertes sont retirées. La vie que tu as construite sur mes fondations s'effondre. À Roger, tu es entré chez moi sous le masque de l'amitié tout en planifiant de me voler tout ce qui comptait. La construction de ta maison sur l'île est définitivement stoppée. Les permis ont été révoqués à cause de violations environnementales signalées de façon anonyme. Les millions investis sont désormais pris dans des batailles judiciaires qui dureront des années. À ses parents, vous m'avez enseigné que la vérité, la loyauté et la famille étaient des valeurs primordiales. Puis, vous avez renoncé à ces principes quand ils sont devenus inconfortables. Vos réputations respectives, fondées sur l'intégrité judiciaire et le travail caritatif, seront désormais entachées par cette trahison documentée. À Patricia, tu as choisi la voie de la moindre résistance, comme toujours. Ta complicité est désormais consignée et pourrait intéresser le comité d'éthique de ton cabinet. À Thomas, mon fils, tu as été manipulé par les adultes qui auraient dû te protéger. Je t'aimerai toujours. Quand tu seras prêt à entendre la vérité sans leur filtre, je serai là. En attendant, j'ai demandé à mon avocat de suspendre ma demande de garde. Je ne te forcerai pas à vivre avec un père que l'on t'a appris à haïr. La vidéo se terminait par une simple phrase. Des copies de ces preuves ont été transmises à mon avocat, aux autorités locales et à des membres influents de notre communauté. La vérité n'est plus dissimulée. Joyeux Noël. Neil ferma l'ordinateur, sachant que le lendemain, à 8h15, heure de Seattle, la vidéo serait simultanément envoyée par email et SMS à chaque membre de sa famille. Les colis physiques, livrés par Bryce, contiendraient des copies imprimées des preuves et des lettres personnalisées détaillant les conséquences que chacun aurait à affronter. Neil avait épargné tout le monde. Sauf Cassidy. La seule qui avait choisi la vérité, même si elle était moins confortable, moins festive. Lorsque son téléphone vibra, c'était un message de Thomas. « Papa, où es-tu ? Mamie dit que tu ne viendras pas demain. S'il te plaît, viens. J'ai besoin de te parler. » Neil fixa le message, son cœur vacillant. Avait-il commis une erreur ? Devait-il tout annuler, rentrer à Seattle et essayer une fois de plus de convaincre son fils par des moyens conventionnels ? Puis, il remonta le fil des messages précédents. Des paroles qui n'étaient pas celles de Thomas, mais celles de Vanessa, d'Howard et de Diane, habilement distillées par des mois de manipulation. « Laisse maman tranquille. Tu ruines tout. Je ne veux plus venir te voir. Arrête d'essayer de tout contrôler. C'est pour ça que maman est partie. » Neil prit une profonde inspiration. « Je t'aime, Thomas. Je t'ai toujours aimé. Nous parlerons bientôt. » Puis, il éteignit son téléphone, déterminé à rester pleinement présent pour Cassidy. Noël serait pour elle. Pour le reste, il n'y avait plus de retour en arrière. Et tu ne parleras à personne. On peut arranger ça en famille. Rappelle simplement tout ce que tu as envoyé aux autorités. Il est trop tard pour ça, répondit Neil, sa voix étrangement calme malgré la tempête d'émotions qui grondait sous la surface. Les preuves ont été transmises. Les enquêtes vont suivre leur cours. La vérité est sortie. Et Thomas ? Ton fils ? Tu crois qu'il te pardonnera un jour ? Neil ferma brièvement les yeux. C'était une douleur qu'il avait déjà envisagée. C'est un risque que j'ai dû prendre. Il mérite de connaître la vérité, même si cela le blesse maintenant. Ce n'est pas une question de vérité, Neil, insista Diane, le regard dur. C'est de la vengeance, pure et simple.
Non, maman. La vengeance aurait été de vous détruire tous sans avertissement, sans explication, sans possibilité de rédemption. Ça, c'est la justice. Je me suis contenté de révéler vos véritables actions et choix. Pas la version aseptisée que vous avez tous tenté de promouvoir. Une nouvelle voix s'imposa alors sur la ligne, celle de Howard, dont l'autorité judiciaire transparaissait même en pleine crise. Neil, tu dois retirer ces allégations immédiatement. Les dégâts que tu causes à cette famille. Les dégâts à cette famille ont été causés bien avant aujourd'hui, coupa Neil. Par toi. Par maman. Par Vanessa. Par Patricia. Je n'ai fait que mettre la lumière sur ce qui était déjà là. Et tu te réjouis de notre souffrance, je suppose? Accusa Howard. Neil marqua une pause, la mâchoire crispée. Je n'en tire aucune joie, papa. Juste une résolution. Après l'appel, Neil sortit sur la terrasse, où Cassidy l'attendait, trempé de la tête aux pieds, les cheveux dégoulinant sur les dalles. C'est fait, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Ce que tu avais prévu? Neil hocha la tête, incapable de mentir à la seule personne qui lui avait toujours été fidèle. Oui. Tout le monde est en colère? Très en colère. Cassidy réfléchit un instant. Est-ce qu'on pourra redevenir comme avant? Neil s'accroupit pour être à sa hauteur, plongeant son regard dans celui de sa fille. Non, ma chérie. Mais parfois, il faut tout démolir pour reconstruire quelque chose de plus solide. Un peu comme quand on doit abattre un mur parce qu'il est pourri à l'intérieur. Exactement comme ça, acquiesça Neil, replaçant une mèche de cheveux mouillés derrière son oreille. L'ancien mur avait l'air solide, mais il était rongé par la moisissure. Maintenant, on va construire quelque chose de plus honnête et plus fort. Même si c'est plus petit que ce qu'on avait avant. Cassidy hocha la tête, sage au-delà de son âge. Avec juste les bonnes personnes. Avec juste les bonnes personnes, confirma Neil. Tout au long de la journée, les messages continuèrent d'affluer, des menaces de l'avocat de Roger, des supplications de Patricia, des textos de plus en plus délirants de Vanessa. Neil les lut tous, mais ne répondit à aucun, préférant se concentrer sur la création de souvenirs positifs avec Cassidy, construire des châteaux de sable sur la plage, faire du snorkeling dans une crique protégée, savourer des glaces pilées sous les palmiers. Ce soir-là, alors qu'il regardait le soleil se coucher depuis la terrasse, Neil reçut un unique texto de Thomas, le premier contact direct depuis la publication de la vidéo. Je te déteste pour ça. Tu as tout gâché. Les mots frappèrent Neil comme un coup de poing, mais il s'y était préparé. Thomas était encore sous l'influence de ceux qui avaient déformé la vérité à leur avantage. Le temps et la distance finiraient par faire leur œuvre. Neil répondit simplement. Je comprends que tu sois blessé et en colère. Quand tu seras prêt à parler, vraiment parler, je serai là. Je t'aime, fiston. Cela n'a jamais changé et ne changera jamais. Aucune réponse. Ce soir-là, après avoir endormi Cassidy, épuisé par leur journée d'aventure, Neil s'installa sur la terrasse avec un verre de whisky, le regard perdu dans l'océan. Le démantèlement était terminé. La destruction complète. Maintenant, il fallait trier les débris pour voir ce qui pouvait être sauvé. Chapitre 8, les fondations de la vérité. Les jours restants à Hawaï se déroulèrent dans une étrange dualité, des moments de bonheur simple avec Cassidy et des discussions stratégiques avec Sylvia Patel et le détective Maddox. L'avocat de Roger exige une rencontre, annonça Sylvia lors de leur appel quotidien. Il menace de porter plainte pour diffamation, atteinte à la vie privée, espionnage d'entreprise. Tout ce qu'il peut trouver. Qu'il le fasse, répliqua Neil d'un ton glacial. Chaque action en justice nous donnera accès à plus de documents. Veut-il vraiment que ces comptes offshore soient examinés de plus près? Apparemment, non. Son ton a changé lorsque j'ai mentionné les transactions suspectes. Et Vanessa? Elle a déposé une requête en urgence pour modifier la garde, prétendant que ta vidéo constitue une aliénation parentale et un abus psychologique envers Thomas. Neil serra les mâchoires. C'était prévisible. Le juge Watkin a fixé une audience au 3 janvier, ajouta Sylvia. En attendant,
il a ordonné une évaluation psychiatrique complète de Thomas et suspendu toutes les visites, y compris celle de Vanessa. Neil expira lentement. Un coup dur, mais avoir Thomas éloigné de l'influence directe de Vanessa était une victoire stratégique. De retour à Seattle le 30 décembre, les décorations de Noël semblaient étrangement déplacées, comme si la ville entière ignorait le chaos qui avait englouti sa vie. Neil avait pris des précautions pour éviter toute confrontation, un chauffeur privé pour les récupérer à l'aéroport, une sécurité renforcée autour de leur maison, des filtres sur les appels entrants. Mais malgré toutes ces précautions, la confrontation arriva plus tôt que prévu. Patricia l'attendait dans son bureau le 2 janvier. « Comment es-tu entré ici ?» demanda Neil, déposant sa mallette. « Bryce m'a laissé entrer. » Patricia avait le visage marqué, les yeux cernés. Elle avait toujours été d'une élégance impeccable, mais aujourd'hui, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « Il faut qu'on parle. Je crois qu'on a déjà tout dit à travers nos avocats respectifs. » Ce n'est pas une question de stratégie légale, insista Patricia en s'avançant. C'est une question de Thomas. Il ne mange plus. Il ne dort presque pas. Il refuse de parler à un thérapeute. Et Vanessa? Quoi, Vanessa? Elle a essayé de quitter l'État avec lui. Il y a eu un incident à l'aéroport. Elle est maintenant assignée à résidence, en attente de charge pour tentative d'enlèvement. Neil se sentit défaillir. Vanessa avait donc franchi cette ligne. Thomas a besoin de son père, Neil, insista Patricia, la voix brisée. Pas de l'homme froid et calculateur de cette vidéo. Mais du père qui lui a appris à construire des cabanes et qui criait son nom sur le bord des terrains de foot. Neil fixa sa sœur, cherchant un quelconque signe de manipulation. N'en trouvant aucun, il hocha lentement la tête. Ce soir. 20h. Si tu mens encore une fois, ce sera la dernière fois que je te parle. Je te le promets, Neil. Cette fois, c'est sincère. Et incertain, ce qui dépend en partie de toi, répondit Neil honnêtement. Le tribunal a temporairement suspendu les droits de visite de ta mère et les miens pendant qu'ils évaluent la situation. Pour l'instant, tu resteras chez grand-mère et grand-père. Quant à Cassidy, elle continuera de vivre avec moi. Mais elle te manque. Moi aussi. Thomas tira nerveusement sur un fil lâche de son jean. Je t'ai dit des choses horribles par message et tout ça. Tu étais en colère et désorienté, manipulé par des personnes en qui tu avais confiance, répondit Neil en s'inclinant vers lui. Ça n'excuse rien, mais ça explique certaines choses. Un long silence s'étira entre eux avant que Thomas ne parle à nouveau. Je ne pense pas que je pourrais pardonner à maman. Pas encore. Peut-être jamais. Tu n'as pas à prendre cette décision maintenant, dit Neil doucement. Le pardon, c'est un processus, pas un événement ponctuel. Et toi, demanda Thomas, regardant Neil droit dans les yeux. Est-ce que tu pourras un jour pardonner à maman? Ou à grand-mère et grand-père? Neil prit le temps de réfléchir à la question. Le pardon n'a pas vraiment pour but d'absoudre quelqu'un d'autre. C'est avant tout se libérer soi-même du poids de la colère et du ressentiment. Je travaille à poser ce fardeau, mais la confiance, c'est différent. La confiance demande des actes, pas seulement des mots. Je ne sais pas si elle pourra un jour être reconstruite avec certaines personnes. Thomas hocha lentement la tête, assimilant cette distinction. Est-ce que je pourrais voir Cassidy, même avant que tout ce bazar juridique soit réglé? Je pense que ça pourrait s'arranger, dit Neil avec un léger sourire. Elle en serait ravie. Alors que le temps de leur rencontre touchait à sa fin, Thomas s'avança hésitant vers Neil, initiant un câlin maladroit mais sincère, le premier contact physique qu'ils avaient eu depuis des mois. « Papa, murmura-t-il, je suis désolé d'avoir cru au mensonge plutôt qu'à toi. » Neil serra son fils contre lui, sentant une fissure apparaître dans l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. « Tu n'as rien à te faire pardonner. Rien du tout. » En quittant la maison des Harrington ce soir-là, Neil ressentit une étrange légèreté. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais peut-être le premier pas vers ce qui venait après le désastre. Pas une reconstruction à proprement parler, mais le déblayage du terrain pour quelque chose de complètement nouveau. Chapitre 9, Évolution structurelle.
6 mois après le Noël qui avait tout changé, Neil se tenait sur la plateforme d'observation de la Space Needle, observant un coucher de soleil estival qui baignait Seattle de teintes dorées et ambrées. À côté de lui, Cassidy et Thomas désignaient des points de repère l'un à l'autre, leur complicité restaurée après des semaines de visites surveillées qui s'étaient progressivement transformées en séjours réguliers d'une nuit. Les retombées juridiques de la vidéo de Noël de Neil avaient été longues et complexes. Vanessa avait finalement plaidé coupable à la tentative d'interférence parentale, écopant d'une peine avec sursis et d'une obligation de suivre une thérapie. Les enquêtes financières avaient révélé des malversations encore plus profondes dans les affaires de Roger Fletcher, entraînant des accusations fédérales toujours en cours. Howard et Diane Harrington s'étaient retirés de leurs cercles sociaux, humiliés par l'exposition publique de leur rôle dans le drame familial. Howard avait accéléré son départ à la retraite, invoquant des problèmes de santé qui n'étaient pas entièrement fictifs. Le stress avait aggravé son état cardiaque, nécessitant une opération en mars. Patricia, quant à elle, avait peut-être subi la transformation la plus radicale. Confrontée à un examen d'éthique au sein de son cabinet, elle avait été forcée d'affronter sa propre complicité dans toute cette affaire. Sa relation avec Neil restait fragile, mais se reconstruisait lentement sur des bases plus honnêtes. Quant à Neil lui-même, il avait émergé de l'épreuve ni victorieux ni vaincu, mais fondamentalement transformé. L'homme confiant qui croyait aux secondes chances n'existait plus. À sa place, un homme plus prudent, plus perspicace, mais paradoxalement plus en paix avec l'imperfection des relations humaines. « Papa, est-ce qu'on peut prendre une glace avant le film ?» demanda Cassidy, interrompant ses réflexions. « Absolument », répondit Neil en regardant sa montre. « On a le temps. » Pendant qu'il descendait par l'ascenseur, Thomas demanda à voix basse. « Est-ce que maman viendra à ma remise de diplôme la semaine prochaine ?» La cérémonie de fin d'année de l'école avait été un point de négociation délicat dans le nouvel accord de garde finalisé en avril. Neil avait obtenu la garde principale des 2 enfants, avec un droit de visite surveillé pour Vanessa, réévalué tous les 6 mois en fonction de sa conformité aux thérapies ordonnées par le tribunal. « Oui, mais séparément de nous, comme on en a parlé, » confirma Neil. Elle sera assise dans une autre section avec son accompagnateur du programme. Thomas hocha la tête, soulagé. Il apprenait à naviguer dans ses sentiments complexes à l'égard de sa mère, colère et trahison mêlée à l'amour et à l'attachement résiduel avec l'aide du Dr Ri, qui était passé de conseiller de crise à thérapeute régulier pour les enfants. « Et grand-mère et grand-père ?» demanda Thomas. « Ils seront là aussi, mais dans leur propre section, » répondit Neil, conservant un ton neutre. Les nouvelles limites que Neil avait établies avec ses parents étaient strictes mais pas punitives. Il pouvait voir les enfants lors d'événements spécifiques et pendant des visites programmées, dont la fréquence augmentait progressivement à mesure qu'ils respectaient l'autorité parentale de Neil. En sortant de la Space Needle, le téléphone de Neil vibra avec un message de Maya. L'avocat de Fletcher a encore appelé, offrant un nouveau règlement, plus élevé que le précédent. Détail dans ton mail. Neil rangea le téléphone sans répondre. Roger Fletcher tentait de négocier un règlement privé depuis des mois, désespéré d'éviter un procès public qui exposerait encore davantage ses malversations. Neil avait rejeté chaque offre, non par vengeance, mais par principe. Certaines actions devaient être exposées à la lumière du jour. « Papa, regarde !» s'écria Cassidy en désignant un artiste de rue qui créait d'immenses bulles de savon chatoyantes. « On peut regarder un peu ?» « Bien sûr », répondit Neil, observant ses enfants rire devant les créations éphémères, belles et fragiles, tout comme les relations qu'il s'efforçait de reconstruire. Plus tard, après le film et la glace, après que Thomas ait choisi de passer la nuit chez Neil plutôt que de retourner chez Howard et Diane, Neil s'assit dans son bureau et consulta les plans finaux de son nouveau projet. Harrington Custom Homes construisait quelque chose d'inédit, une communauté de logements durables et abordables sur un terrain que Neil avait acheté à l'extérieur de Seattle. Baptisé New Foundation, le projet incarnait tout ce que Neil avait appris durant sa trajectoire personnelle et professionnelle, l'importance d'un examen honnête, de la construction avec intégrité, et de la création de structures capables de résister tant aux défis prévisibles qu'aux tempêtes imprévues. Son téléphone vibra à nouveau avec un message de Vanessa. Désormais, leur communication se limitait strictement aux questions de coparenting. « Et incertain, ce qui dépend en partie de toi, » répondit Neil, sa voix empreinte d'une honnêteté désarmante.
Le tribunal a temporairement suspendu les droits de visite de ta mère et les miens pendant qu'ils évaluent la situation. Pour l'instant, tu resteras chez grand-mère et grand-père. Neil marqua une pause, cherchant les mots justes pour atténuer la dure réalité qu'il s'apprêtait à exprimer. Quant à Cassidy, elle continuera de vivre avec moi. Mais elle te manque. On parle souvent de toi. Et moi aussi, tu me manques terriblement. Thomas, les yeux baissés, triturait nerveusement un fil lâche de son jean, le tortillant autour de son doigt jusqu'à ce qu'il casse. Un silence lourd s'installa entre eux, saturé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui restait en suspens. « Je t'ai dit des choses horribles, » murmura Thomas. « Par message et tout ça. J'étais vraiment méchant. » Neil s'inclina légèrement vers lui, comme pour mieux capter son regard, mais Thomas restait obstinément focalisé sur le fil qu'il continuait de tordre. « Tu étais en colère et désorienté, » commença Neil, sa voix douce mais ferme. « Manipulé par des personnes en qui tu avais confiance. Et quand les gens que tu aimes te disent des choses qui semblent vraies, il est difficile de ne pas les croire, même quand elles te font mal. » Neil s'arrêta un instant, observant son fils. Mais ça ne rend pas ses paroles acceptables pour autant. Il s'inclina davantage, cherchant à capter enfin le regard de Thomas. « Ce que tu as dit était blessant, oui. Mais ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce que tu as dit, mais ce que tu fais à partir de maintenant. Comment tu choisis d'avancer ?» Un silence pesant s'étira, un silence qui sembla durer une éternité. Thomas finit par relever les yeux, son regard sombre et plein de questions. « Je ne pense pas que je pourrais pardonner à maman, » avoua-t-il, sa voix brisée. « Pas encore. Peut-être jamais. » Neil hocha la tête lentement, absorbant ces mots lourds de sens. « Tu n'as pas à décider cela maintenant, » dit-il avec une douceur empreinte de tristesse. « Le pardon, ce n'est pas un événement. C'est un chemin. Un processus. Parfois long. Parfois douloureux. » Thomas déglutit, ses yeux cherchant quelque chose sur le sol, comme s'il espérait y trouver des réponses. « Et toi ?» demanda-t-il enfin, levant les yeux vers Neil avec une intensité poignante. « Est-ce que tu pourras un jour pardonner à maman? À grand-mère et grand-père ?» Neil prit une profonde inspiration, sentant le poids de la question s'insinuer jusque dans ses os. « Le pardon, » murmura-t-il, « ce n'est pas vraiment pour les autres. C'est avant tout pour soi-même. Pour poser ce fardeau que l'on porte, celui de la colère et du ressentiment. » Il s'arrêta un instant, cherchant à formuler des mots qui soient à la fois sincères et accessibles pour son fils. « Je travaille à poser ce fardeau. Un jour après l'autre. Mais la confiance, ça, c'est différent. La confiance, elle, demande des actes. Pas seulement des mots. Et certaines personnes ont tellement brisé cette confiance que je ne sais pas si elle pourra jamais être reconstruite. » Thomas hocha lentement la tête, ses traits crispés par l'effort de comprendre cette distinction complexe. « Est-ce que je pourrais voir Cassidy ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Même avant que le tribunal ait tout réglé? Neil sentit son cœur se serrer à cette demande. Depuis des semaines, Thomas n'avait pas vu sa sœur autrement que lors de visites strictement encadrées. La séparation semblait peser lourdement sur ses frêles épaules. « Je pense que ça pourrait s'arranger, » répondit Neil, un léger sourire adoucissant ses traits. « Je suis certain que ça lui ferait très plaisir. » Un mince sourire effleura les lèvres de Thomas. Un sourire timide, comme une fragile lueur dans la tempête qui agitait encore son esprit. Alors que le temps de leur rencontre touchait à sa fin, Thomas resta un instant figé sur place, son regard fixé sur le sol, comme s'il se débattait avec des mots qui refusaient de sortir. Puis, d'un mouvement hésitant, il s'avança vers Neil. L'étreinte fut maladroite, inégale, mais sincère. La première étreinte qu'il partageait depuis des mois. « Papa » murmura Thomas, sa voix étouffée contre l'épaule de Neil. « Je suis désolé. Désolé de les avoir crus, eux, au lieu de toi. » Neil le serra contre lui, les yeux fermés, sentant la barrière de glace qui avait enserré son cœur se fissurer, se fendiller. « Tu n'as rien à te faire pardonner, mon fils, » chuchota-t-il, la voix tremblante. « Absolument rien. » Lorsqu'il quitta la maison des Harrington ce soir-là, Neil se sentit étrangement léger. Pas libre, non.
Le pardon était encore loin. Mais peut-être, pour la première fois depuis des mois, il percevait l'aube d'un nouveau commencement. Pas une reconstruction, non. Plutôt un terrain déblayé, un espace encore jonché de débris, mais prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Chapitre 9, Évolution structurelle. 6 mois après le Noël qui avait tout bouleversé, Neil se tenait sur la plateforme d'observation de la Space Needle, le regard perdu dans l'immensité d'un coucher de soleil aux teintes dorées et ambrées. À ses côtés, Cassidy et Thomas échangeaient des éclats de rire, pointant des bâtiments et des monuments, renouant avec une complicité qu'ils avaient cru perdue à jamais. Les visites surveillées, imposées après l'épisode de Noël, avaient progressivement évolué en séjours réguliers d'une nuit. La lente reconstitution du tissu familial était encore fragile, mais elle avançait, un jour après l'autre. Pendant ce temps, la tempête juridique déclenchée par la vidéo de Noël s'était poursuivie, inlassable et implacable. Vanessa avait fini par plaider coupable à la tentative d'interférence parentale. La sentence était suspendue, conditionnée à une thérapie obligatoire et une réévaluation de sa capacité parentale. Les révélations financières sur Roger Fletcher avaient creusé un abîme encore plus profond. Des malversations complexes avaient été mises au jour, entraînant des accusations fédérales encore en cours. Quant à Howard et Diane Harrington, leur chute sociale avait été aussi brutale que retentissante. Howard avait accéléré sa retraite, citant des problèmes de santé exacerbés par le stress. Mais c'est peut-être Patricia qui avait subi la transformation la plus spectaculaire. Confrontée à un examen d'éthique au sein de son cabinet, elle avait été forcée de faire face à sa propre complicité dans le chaos familial. Sa relation avec Neil restait fragile, mais il s'était engagé dans un processus lent, douloureux, mais nécessaire de réconciliation. Pour Neil, le chemin avait été encore plus ardu. L'homme qu'il avait été, confiant, prêt à croire en la rédemption des autres n'existait plus. À sa place se tenait désormais un homme plus prudent, plus vigilant, mais paradoxalement plus apaisé, en paix avec les imperfections humaines. Dans cette atmosphère de reconstruction hésitante, Neil se surprenait parfois à sourire. Pas de bonheur. Pas encore. Mais d'un espoir fragile, ténu, comme une étincelle dans la nuit. Some blocking. Oh my gosh. The mana gods are just not with us tonight. Dylan, you might have to feed the poor. You might have to Robin Hood. Fuck you mean I'm early? I mean you're early, bro. I have off tonight. You haven't seen that? You haven't seen people that will like camp for multiple days outside the Apple store? I don't know if they do that anymore. But that was definitely a thing. People would bring tents. Or like those videos of people opening the first iPhone on the news and then it just falls out of the case onto the concrete. It's apparently happened more than once. I feel like that's like karmic irony. Okay, I have more coal. I don't know why. I'm just like I'm heal botting in Minecraft right now. Yo, look at the aurora. Chat, isn't it pretty? The aurora. That's a screenshot right there. That's a wallpaper. I actually screenshotted it. I'm not even like I was joking, then I was like, wait, that's actually kind of heat. Okay. I have like no food, so I'm kind of nervous about going in. I had someone not only ask me if we had the cards in stock, but also if it was okay for him to put a chair out. Oh my gosh. Wait, when was this?
Oh, Target was my second job, and we literally had people camping out for the new Pokemon cards. Oh my god. Yeah, no, that makes sense though. Yeah, that's got to be scalpers, right? Oh, what? Didn't have the meta of camping outside. Yeah, I think Meat Canyon made a video about Pokemon scalpers. And how just like an innocent kids game that was like, you know, fun for the family just got completely fucking like hijacked by these like neckbeard losers frothing at the mouth over the prospect of like pulling a rare card and making like a little bit of profit off of it. Banger alert. Oh no. Alright, this is not the speedrun world. I've just been kind of trying to get out of this biome, but it just goes. Ouch. Alright, chat room, friendly reminder to check on your crowd control points. We've got an ad coming up in about 3 minutes. My RIP, my non-subs. I'm in fuzzy socks? Hell yeah. I ran so fast to type that I slipped. Hit your head on the corner of the desk. Coma for 10 years. Alright, bro. We just disabled jumping, so I guess I'm stuck. Fuck off. Do I have a bed? I don't, do I? Can I jump? Okay, I can jump. Who gave me a golden apple? What's it thumbnamed?